Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du projet ISSU, donc pour innovation et solutions face à la surchauffe urbaine. Je suis Charlotte Martinez, chargée de mission chez Indura et j'accompagne le montage de ce projet, imaginé dans le cadre des groupes de travail et d'échanges qui ont eu lieu au cours des années 2020, 2021 et 2022 chez Indura. À la fin de ce webinaire, nous vous proposerons de venir rejoindre les rangs des participants de ce projet. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, juste quelques points pratiques. Vous pourrez intervenir à tout moment du webinaire, soit en posant vos questions sur l'onglet Q et R, soit en levant la main et on vous donnera la parole à ce moment-là. Donc, le webinaire se déroulera de cette manière. Donc, dans un premier temps, Marc Meyer du CEREMA vous présentera les contextes et les enjeux liés au projet. Puis Camilo Duran de l'IREX présentera le dispositif des projets nationaux. Et donc, enfin, Isabelle Dubois-Brugère-Dolcim, Lucie Merguier du LIMU CETIL et Julien Von Rompuy d'EFAGE vous présenteront les webinaires, enfin les work packages et les axes de recherche imaginés dans le cadre de ce projet. Marc, je te laisse présenter les enjeux du projet. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Donc, on m'a confié la tâche de vous parler un peu de contexte, d'enjeux, de constats et d'opportunités. Donc, moi, je voulais déjà, en introduction, rappeler un petit peu quelques chiffres de la Banque mondiale qui nous rappellent qu'aujourd'hui, les villes génèrent plus de 80% du PIB mondial, alors qu'elles ne représentent que 2% de la superficie des terres immergées. Elles accueillent également plus de 50% de la population mondiale et les projections nous annoncent que ce sera les 3/4 de la population mondiale à l'horizon 2050. Elles sont aussi de grosses consommatrices d'énergie puisque aujourd'hui elles consomment à peu près 2/3 de l'énergie et produisent 70% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment le cadre mondial. Alors en France, puisque le projet va quand même plutôt se situer en France, même s'il regardera aussi ce qui se passe à l'étranger, le sujet est encore plus prégnant puisque nos propres métriques, les métriques françaises, montrent que déjà en 2010, nos zones urbaines, donc c'est la notion que nous utilisons en France pour mesurer un peu ces espaces, représentent plus de 22% de notre territoire et concentrent plus de 77% de la population française. Donc déjà en 2010, on était particulièrement concernés par des enjeux liés à la ville. Donc, ce sont bien sûr les villes des territoires singuliers qui sont soumis, comme tous les territoires, aux effets du changement climatique, mais avec des intensités particulières, notamment sur le plan sanitaire, économique et énergétique. Donc, les enjeux sanitaires, vous les connaissez, mais on peut rappeler là aussi quelques éléments. Santé publique France publié en 2020 une étude qui montrait que les risques de décéder à cause de chaleurs exceptionnelles étaient 18% plus élevés dans les communes les moins arborées que dans les plus arborées. Donc, vous voyez qu'il y a des surexpositions, des mortalités et qu'il y a des actions qui permettent de les réduire. Donc, il y a un enjeu de santé publique sur la surchauffe urbaine en ville. Les enjeux économiques, ils sont doubles. Il y a bien sûr les coûts de ces conséquences sanitaires, puisque vous voyez, Santé publique France estime qu'entre 2015 et 2020, le coût sanitaire de cette surchauffe peut être estimé entre 22 et 37 milliards d'euros, ne serait-ce que pour les frais médicaux, etc., et la perte de bien-être. Charlotte, on peut passer. Deuxième enjeu économique, c'est la perte de productivité. Vous avez vu combien les villes participent à la productivité de nos sociétés. Et bien, en période de canicule, cette productivité baisse énormément puisque selon les secteurs d'activité, les baisses de productivité vont de 6 à 40%. Les enjeux énergétiques.
comme je vous l'ai indiqué précédemment, donc la contribution des villes à la consommation d'énergie est importante et en période de canicule, elle est encore renforcée puisque cette augmentation aujourd'hui de besoins énergétiques en période de canicule est estimée entre 5 et 10%. Voilà, pour un certain nombre d'usages que vous imaginez bien liés à la production de froid notamment. Donc ça, c'était quelques enjeux qui étaient importants de rappeler pour montrer dans quel cadre s'inscrit le projet issu. Après, en termes de constats, quels sont les quelques constats qu'on a commencé à partager entre participants? Donc, c'est que ce sujet de la surchauffe urbaine est abordé par tous les acteurs qui en ont bien pris connaissance depuis déjà plusieurs années et qui ont commencé à adresser un certain nombre de travaux et de solutions pour y remédier. On pense aux villes, donc là je crois qu'aujourd'hui on a notamment de présents Bordeaux, on a Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, donc on les remercie d'être là, mais toutes les villes de France sont concernées. Donc elles vont commencer à traiter du sujet avec des approches plutôt de type planification. On a des ingénieristes qui aujourd'hui proposent différentes solutions, des logiciels, des approches pour évaluer, caractériser. Voilà, les entreprises qui proposent déjà des solutions fort intéressantes, des startups qui développent des outils, notamment numériques, mais pas que, pour suivre et identifier ce genre de phénomène. On a bien sûr des institutions qui rédigent des guides et des recommandations, donc le CEREMA en fait partie, c'est aussi pour ça qu'on est présent dans ce projet. Vous connaissez un certain nombre de guides qu'on a pu déjà rédiger avec des partenaires présents, je pense par exemple à Tribu sur les solutions variées pour rafraîchir les villes, mais on a aussi lancé des programmes de recherche avec des académiques, Diaclimat par exemple et autres, et donc voilà, les institutions et les académiques sont présents aussi et produisent un certain nombre de travaux. La société civile, le cadre associatif aussi se mobilise pour alerter, interroger, interpeller les pouvoirs publics et les élus sur ce sujet, défendre la cause des citoyens et des administrés. Donc en gros, voilà, tout le monde est déjà très impliqué et concerné par le sujet. Et on estime, merci Charlotte. Oui, il y a la ville de Dijon aussi qui nous dit qu'elle est présente. Ah, voilà, il y en a sûrement d'autres. J'ai repéré un certain nombre de collectivités dans les inscrits, mais toutes n'ont pas forcément des adresses mail avec un nom explicite. Donc, merci à la ville de Dijon de nous avoir rejoints également. Et donc, le constat qu'on a pu partager entre porteurs de ce projet, c'est que aujourd'hui, toutes ces actions ne font pas encore complètement consensus sur le terme de référentiel, de possibilité de comparer les différentes solutions, et qu'il y a un enjeu à créer plus de transversalité entre nous tous pour construire et adresser à la fois des développements, des innovations, mais aussi des solutions pour lutter contre ce phénomène. L'idée étant effectivement de produire, j'ai envie de dire, un capital scientifique, technique qui soit commun et qui soit partagé par tous, pour tous, et que tout le monde puisse l'accaparer rapidement et directement. C'est un peu l'objectif de ce projet, ça sera développé ultérieurement. Donc voilà, on peut peut-être, pour terminer sur ma partie sur les opportunités, on n'en a cité que deux, mais il y en aurait plein d'autres et donc on n'a pas voulu vous embêter avec ça. Mais rien que le règlement européen sur la stratégie des sols nous invite à repenser un peu l'usage des sols, y compris dans le milieu urbain. Et puis, vous avez aussi en tête le décret nomenclature sur l'artificialisation des sols avec le zéro artificialisation nette français qui va nous permettre d'identifier les espaces urbains qui vont être désartificialisés pour atteindre ce ZAN et qui sont des terrains de jeu extrêmement extraordinaires pour développer des solutions de rafraîchissement de la ville. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Voilà Charlotte sur les quelques éléments qu'on m'aviez demandé de présenter.
Eh ben, merci. Du coup, Camilo, je te laisse présenter donc, le projet national et pourquoi on arrive à parler de ce projet national, justement sur le fait que on est sur des approches globales et transversales et que le projet national était pour nous la meilleure réponse à ce projet. Oui, exactement. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Et donc oui, en effet, compte tenu du nombre de parties prenantes de cette thématique et de la transversalité qui serait nécessaire pour aborder et avancer sur ce problème, donc le cadre qui est proposé pour continuer à progresser sur ce sujet, c'est un projet national. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un projet national, c'est un dispositif spécifique de mise en œuvre d'un projet de recherche collaborative dans le domaine du génie civil. Et dans ce projet national, plusieurs acteurs de la filière des travaux publics s'engagent de façon volontaire pour pour aborder une problématique d'intérêt général et apporter des livrables de type opérationnel, tels que des guides techniques, des recueils des recommandations. Éventuellement, une évolution des normes peut être proposée, des outils d'évaluation, des outils informatiques et des sites Internet qui puissent diffuser l'information. Et donc, là, dans la figure, vous savez, les acteurs qui sont impliqués dans ce type de projet et qui apportent leur expertise et, de la filière professionnelle, de la recherche et développement dans un cadre participatif. L'une des caractéristiques de ces projets nationaux, c'est le fait de mener des expérimentations en grandeur nature sur des chantiers. Donc, si tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Donc, quelques caractéristiques des projets nationaux. Et donc, ça rassemble autour de entre 30 et 60 partenaires pour une durée de 4 à 5 ans. Et les modes de financement de ces projets nationaux est les suivants. Donc, les différents adhérents au projet, ils payent des cotisations annuelles en fonction de leur type de structure, si c'est un maître d'ouvrage, une université, un centre de recherche, et aussi en fonction de leur chiffre d'affaires. Et ensuite, donc ça constitue un pot commun qui sera réparti en fonction des actions qui seront menées, des actions de recherche qui seront menées. Et ensuite, les partenaires qui mènent les actions de recherche, eux aussi, contribuent avec des apports en nature. Et finalement, il y a une partie qui est un apport du ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est une petite partie de l'enveloppe globale et pour laquelle il faudra donc demander une subvention spécifique liée à des actions définies. Donc, ça constitue un montant global du projet qui peut varier entre 2 à 5 millions d'euros hors taxes. Alors, l'administration et la gestion financière de ces projets nationaux, elle est confiée à l'IREX, qui est l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil, qui assure l'accompagnement de ces projets, le montage de ces projets, et qui aussi assure la diffusion des résultats qui sont obtenus dans ces projets. Donc, voici une petite liste de quelques projets qui ont été menés récemment. Quelques-uns sont déjà finis et d'autres qui sont en cours toujours. Donc, par exemple, le projet MUR sur les enrobés, sur les recyclages des enrobés tièdes, Recibéton sur le recyclage du béton, Perdup sur l'approche performantielle de la durabilité du béton, FastCap sur la carbonatation des granulats du béton, DVDC sur la durée de vie des chaussées, Assurer Plus sur l'amélioration des sols par inclusion rigide, Dolmen sur le développement d'outils pour les ouvrages en maçonnerie, neuves et existantes, et CDROP 2 pour la chute des blocs et risques rocheux et ouvrages de protection. Et donc, c'est quelques projets
qui ont été faits, et certains qui sont toujours en cours. Donc, tu peux passer à la suivante, Charlotte, s'il te plaît. Oui, alors il y a juste une question Oui. de savoir si le financement des projets nationaux peuvent se cumuler avec les financements thématiques type fonds vert, fonds friche. Donc la réponse est Oui, exactement. oui. Merci pour la question. Donc, oui, donc dans ces projets nationaux, les caractéristiques, souvent, c'est d'avoir des projets ANR qui sont associés au projet. Donc, on peut associer ces budgets ensemble avec des projets, ou aussi on peut répondre à des appels à projets, de l'ADEME ou autre. Donc, ça peut constituer, euh, ça peut contribuer à l'enveloppe du projet. Et donc, si tu peux passer à la suivante Voilà. pour vous expliquer donc, et la procédure de labellisation. Parce qu'en fait, les projets nationaux, c'est un label, en fait. C'est un label qui est défini. Il a été créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire et par la Direction de la Recherche et Innovation et la DRI. Et donc, pour obtenir ces labels, il y a trois étapes. Donc, études d'opportunité, études de faisabilité et études de montage qui sont présentées devant le CODOR, qui est lui-même aussi créé par le ministère de la Transition écologique, et qui définit, qui décide de valider chacune de ces étapes. Donc, pour une première étape qui a déjà été validée par ces CODOR, le comité d'orientation des recherches, et l'étude d'opportunité. Donc, il a été présenté les contenus du projet, les enjeux, sa pertinence vis-à-vis des politiques publiques, une esquisse de l'état de l'art, des axes de recherche et les partenaires potentiels. Donc là, l'étape suivante, maintenant, c'est donc constituer l'étude de faisabilité et des montages. On peut fusionner ces deux étapes en fonction de la dynamique du groupe de travail qui s'exerce ou donc on peut le faire séparément. Et si on fait la fusion, ça permet juste de faire gagner du temps. Donc, l'étude de faisabilité, on aura une état de l'art qui est élargie par rapport à ce qui était présenté précédemment, permettant d'identifier les verrous scientifiques et techniques à lever, et donc de définir un programme de recherche et d'expérimentation avec un budget estimatif. Et finalement, l'étude de montage demande plus de précision du programme de recherche et de financement. À la fin, donc, si les étapes sont validées par ces CODOR, les comités d'orientation de la recherche, donc le projet labellisé, projet national, donc il a le soutien du ministère de la Transition écologique solidaire, et donc ça qualifie l'excellence scientifique et méthodologique du projet et son positionnement stratégique vis-à-vis des ambitions de la filière des travaux publics en France. Et voilà, donc c'est ça que je pourrais vous expliquer par rapport au projet national. Ben, merci Camilo. Donc là, on vous a mis une petite frise pour vous montrer où on en est justement dans ces différentes étapes. Donc, on a rédigé en effet l'étude d'opportunité qu'on a présentée aux membres du CODOR le 22 octobre dernier. Donc, ils nous ont encouragés à continuer sur cette voie. Donc, on en est à la phase d'étude de faisabilité. Et comme disait Camilo, la recherche de partenaires fait partie de cette étape, entre autres, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente aussi aujourd'hui le projet. C'est pour vous permettre d'intervenir sur ce projet et d'apporter vos savoir-faire et vos connaissances. Donc, on va continuer à rédiger cette étude de faisabilité pour ensuite pouvoir la présenter normalement au CODOR du mois d'avril. Si tout va bien, et on vise une labellisation pour le mois d'octobre prochain. Donc, comme aussi l'a présenté Marc, le projet, ou en tout cas la problématique de la surchauffe urbaine, touche de nombreux paramètres, et du coup nous avons voulu, en tout cas on a cherché à aborder le sujet de cette surchauffe urbaine de manière systémique, et donc dans un premier temps, comme ça a été demandé dans les différentes études, de réaliser un état des lieux, et pour cela identifier les verrous et les limites technologiques des différentes initiatives qu'on aura identifiées. Ensuite, ça nous permettra donc de faire des diagnostics à différentes échelles,
que ce soit au niveau des composants de l'îlot ou même sur des démonstrateurs à plus grande échelle. Et enfin, nous chercherons donc à rédiger, ou en tout cas, on pourra proposer des méthodologies et des référentiels qu'on pourra appliquer à des démonstrateurs qu'on essaiera de concevoir. Et toutes ces étapes, en fait, fonctionnent de manière itérative, donc elles permettront de s'enrichir et d'enrichir le projet au fur et à mesure de l'évolution du projet. Donc, concrètement, le projet, il a été pensé de cette manière-là, c'est-à-dire avec trois work packages de travail qui sont le premier qui vous sera décrit donc, par Isabelle juste après, la caractérisation et l'optimisation des composants, qui ensuite nous permettra de faire une évaluation de la performance globale des solutions qui sera présentée par Lucie. Et enfin, donc, la construction des démonstrateurs, tout ça, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans une approche itérative. Et bien évidemment, comme disait Camilo, pour faire tenir le projet, il y a un work package qu'on a appelé de communication ou en tout cas d'organisation qui permettra ensuite de diffuser tous les résultats du projet et des différents work packages. Isabelle, du coup, je te laisse la main pour présenter le work package numéro 1. On a perdu Isabelle. Isabelle, ton micro. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Je vais vous présenter donc le work package numéro 1 du projet national qui concerne la caractérisation et l'optimisation des composants. Donc, quand on parle en fait de composants à l'échelle urbaine, en fait, on va avoir une multiplicité en fait de composants qui vont être aussi bien en fait d'origine naturelle que artificielle et par rapport au projet en lui-même, évidemment, qui vont contribuer à ce qu'on appelle le rafraîchissement urbain. Donc, un des premiers objectifs en fait de ce work package, ça va être de réaliser un état de l'art suite, je dirais, à des expérimentations qui ont pu être faites et sur lesquelles on a besoin d'avoir une mise en commun en fait de l'ensemble des données et d'avoir un retour sur ces expériences déjà acquises. L'objectif en fait du coup de ce travail, ce sera d'établir en fait des états des pratiques, d'avoir regardé s'il existe déjà des tendances communes ou non, et de faire en fait du coup un état des lieux assez exhaustif. La deuxième partie en fait de ce work package numéro 1 consistera vraiment en fait à tout un travail de méthodologie sur la qualification en fait des composants et ceci en fait dans différents contextes qui sont induits en fait par un contexte urbain. Donc qu'est-ce qu'on entend en fait par là? On cherchera à définir en fait des propriétés pertinentes sur l'ensemble en fait de ces composants qui soient aussi bien d'origine naturelle que artificielle. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas, puisque nos méthodes d'essai ou d'évaluation ne sont pas systématiquement les mêmes en fonction des acteurs. Donc aujourd'hui, un des enjeux majeurs en fait de ce work package 1 sera bien de définir en fait ces méthodes d'essai ou ces méthodes expérimentales de façon à arriver à un référentiel en fait commun en fait de mesure qui nous permettra en fait dans un demi de temps de définir en fait des cahiers des charges techniques. Donc, le livrable, en fait, de ce work package sera d'une part, comme vous l'avez compris, en fait, de définir les méthodes de caractérisation, de définir les paramètres clés, en fait, des composants qui permettront d'alimenter le work package 2 dont va vous parler Lucie. Donc, c'est un des premiers livrables, en fait, de ce work package. Et le deuxième sera d'établir un catalogue des composants et de leurs propriétés. Donc, les composants étant, comme je vous le mentionnais, aussi bien d'origine naturelle que d'origine du coup artificielle. Donc, maintenant, je passe la parole à Lucie qui va vous présenter en fait le work package numéro 2. Merci Isabelle, merci Charlotte. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du Work Package 2 qui vient dans la continuité, mais en fait qui est itératif avec le Work Package 1, bien sûr, et c'est pas linéaire comme implication, qui est l'évaluation de la performance globale des solutions. Donc là, on parle plus de composants, on est à l'échelle de la solution, c'est-à-dire qu'on peut associer donc pour une solution différents composants, par exemple.
Et on va s'intéresser ici à différents aspects, c'est-à-dire pas uniquement que des caractéristiques, par exemple, uniquement thermiques ou hydriques, mais on va essayer de vraiment chercher quelque chose de plus large. Et voilà, c'est ce qu'on entend par performance globale. J'y reviendrai juste après. Donc, comme pour le WORK Package 1, dans les objectifs, on a d'aller premièrement sur un état de l'art exhaustif des analyses de performance globale qui existent aujourd'hui, avec identification des enjeux. Donc, on pense ici, bien sûr, à tout ce qui va être, tout ce qui va avoir trait au microclimat, au rafraîchissement urbain, mais il y a d'autres aspects en fait que ces solutions vont impacter en étant mises en place dans une situation concrète, dans la vraie vie, on va dire, à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier, par exemple. Et donc, ces différentes vont avoir des conséquences sur d'autres aspects que le microclimat, par exemple sur les aspects environnementaux ou sur les aspects sociaux en termes d'usage. Donc, l'idée, premièrement, c'est de bien identifier l'ensemble des enjeux qu'on va devoir prendre en compte dans cette analyse de performance que l'on souhaite globale de ces solutions. Ensuite, l'idée, c'est également de recenser les outils d'évaluation thématiques existants aujourd'hui. Donc, thématiques, c'est-à-dire qui sont propres, par exemple, qu'au microclimat. On peut par exemple pouvoir penser typiquement à la modélisation microclimatique ou des approches plus expérimentales. Et identifier ensuite les cas d'analyse transversaux si existants. Donc, transversaux, ici, on entend par là pas uniquement focalisé sur un des aspects, par exemple le microclimat, mais qui va pouvoir, par exemple, coupler différentes choses, typiquement du microclimat, des usages, de la biodiversité. Donc, cela fait le lien avec le deuxième objectif, qui est le développement d'une approche multicritère pour évaluer cette performance de façon globale des solutions. Donc là, en premier abord, bien sûr, on peut, quand on parle de problématique de surchauffe urbaine, on parle bien sûr d'enjeux de confort, de santé. On a parlé tout à l'heure des usages, mais on peut aller aussi plus loin quand on va mettre en place des solutions qui soient soit fondées sur la nature, soit des solutions plutôt matériaux. On va pouvoir avoir aussi des conséquences positives ou moins positives sur l'eau, les sols, la biodiversité, l'air, le carbone, l'économie, le paysage, la facilité de production, de mise en œuvre, l'entretien, le patrimoine. Donc, c'est vraiment plein d'aspects en fait, qui vont faire que une fois en place, cette solution va vraiment performer ou pas. C'est-à-dire qu'elle a beau peut-être avoir une très bonne, on va dire, un très bon effet sur le microclimat, mais si elle est mal appropriée, par exemple, par des usagers ou qu'elle est vraiment trop compliquée à mettre en place ou elle va avoir un effet plus ou moins négatif sur la biodiversité, par exemple, ça ne va pas forcément être in fine quelque chose à retenir. Au contraire, on peut aussi imaginer des solutions qui vont être intégrés dans un environnement et qui vont avoir des externalités positives sur tout ou partie de ces enjeux-là, par exemple. Donc, les objectifs de ce deuxième objectif global, c'est identifier les limites techniques d'applicabilité des solutions, définir le périmètre de l'approche systémique à développer, donc en fonction de ces différents enjeux, par exemple, dont on vient de discuter, et mettre en évidence les interactions entre des enjeux en fonction du contexte dans lequel la solution va être mise en place. Les livrables souhaités dans ce deuxième work package, donc ça va être une méthode commune d'évaluation de la performance globale des solutions et l'amélioration ou la création d'outils d'évaluation thématiques ou transversaux, c'est-à-dire aujourd'hui on dispose d'un certain nombre d'outils thématiques qui vont peut-être qu'il va certainement falloir faire évoluer, notamment au regard des résultats, par exemple, du work package 1 qu'on va pouvoir importer pour faire évoluer nos pratiques dans, par exemple, ces modèles microclimatiques, par exemple. Et donc, par contre, s'il n'existe pas aujourd'hui une méthode d'évaluation suffisamment transversale, il faudra en réfléchir et en proposer de nouvelles. Et donc, ces méthodologies-là pourront être testées dans le Work Package 3. Donc, je vais laisser la parole à Julien pour le Work Package 3. Merci Lucie, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du Work Package 3 qui concerne la construction et le suivi de démonstrateurs d'îlots de fraîcheur. Donc, ça se veut être l'aboutissement, le prolongement des Work Package 1 et 2 et de toutes ces notions qui auront été développées au sein de ces axes-là. Donc, ça concerne déjà la réalisation d'une synthèse de toutes les initiatives locales qui existent déjà sur des démonstrateurs d'îlots de fraîcheur existants. Donc, on a pu, à travers la synthèse des données qui existent sur le sujet, faire le constat qu'il existait déjà des démonstrateurs
à plus ou moins grande échelle qui fournissent déjà des résultats. Donc déjà, l'idée, c'est d'en faire la synthèse la plus exhaustive possible sur tout le territoire. Le deuxième volet qui concerne cet aspect démonstrateur, donc c'est de définir les spécifications, un cahier des charges des caractéristiques que devront présenter ces futurs démonstrateurs et également mettre en place les outils d'analyse pour pouvoir étudier les données qui sont fournies par ces démonstrateurs et donc aussi définir un cahier des charges en termes de lieu d'implantation et de conditions de mise en œuvre de ces démonstrateurs. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on a plusieurs solutions à proposer. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire un peu la synthèse, proposer le bon démonstrateur, la bonne solution technique au bon endroit. Le troisième volet, ça concerne l'application et la mise à l'épreuve des méthodes d'évaluation des outils de diagnostic qui ont été développés ou améliorés, perfectionnés dans le cadre du Work Package 2 sur donc les démonstrateurs qui auront été retenus. Donc, c'est la partie application directe des données, des enseignements du Work Package 2. J'ai bien pris note que Dijon était déjà volontaire pour accueillir un de ces démonstrateurs sur son territoire et merci à eux par avance. Donc voilà, c'est vraiment la partie construction, développement, mise en place du suivi et donc vraiment la conclusion des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du PNISU. Donc, en termes de livrables, donc ça passe par évidemment la construction de démonstrateurs qui sont instrumentés pour générer de la data qui permettront d'évaluer l'efficacité globale en termes de rafraîchissement donc généré par ces solutions. De produire des rapports d'études en lien avec justement ces données générées sur les démonstrateurs et puis donc aussi mettre en place un système de boucle de rétroaction entre ce qui aura été généré par ces démonstrateurs et les livrables qui sont issus des Work Package 1 et 2. On a vraiment imaginé un projet où on a une imbrication qui est totale entre tous les Work Packages, l'un venant finalement alimenter les données, les résultats, les conclusions des autres. Charlotte, ton micro est coupé. Oui, j'ai cru que j'avais remis mon micro avant de tourner la slide, pardon. Donc, merci Julien. Juste voilà, une présentation rapide du dernier Work Package de coordination qui sera fait par Intura en région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le hub Innovinfra et l'IREX donc pour la gestion administrative et financière, notamment des projets nationaux. Nos deux structures donc, aideront à la diffusion des résultats et donc les livrables qu'on pourra apporter, évidemment des webinaires et des journées techniques qui permettront justement de faire diffuser tous les résultats du programme national et des supports de communication, des supports type des publications de CEREMA et autres qui permettront de pouvoir s'appuyer sur, à chacun de pouvoir s'appuyer sur ces résultats pour pouvoir traiter la problématique de cette surchauffe urbaine. Actuellement, donc, on a déjà donc, sollicité un certain nombre de personnes. Les partenaires qui ont déjà montré leur intérêt pour le projet issu sont affichés ici. On aimerait bien gonfler les rangs et justement pouvoir avoir derrière des beaux démonstrateurs. Et nous allons passer une question à vos questions. Quand on a commencé justement à échanger, on a vu justement dans le Work Package 3 le démonstrateur qui concerne justement la construction et le suivi de démonstrateurs. Effectivement, c'est le Work Package qui pourrait aussi pérenniser justement les échanges et compte tenu justement la durée du projet et la nécessité d'assurer un suivi. On a vu que parmi justement les apports qui pourraient être réalisés dans le cadre de ce projet, c'est de définir en fait une stratégie
de suivi entre les parties prenantes, entre les acteurs, même pour la période post-projet national, ce que Charlotte a évoqué tout à l'heure. Merci. Madame Le Breton, vous aviez aussi une question? Il faut réactiver votre micro. Voilà, ça y est. Sophie Le Breton, écologie urbaine et citoyenne. Alors nous, on a développé, on a défriché, on va dire, une méthode opérationnelle avec notre partenaire Biotope auprès d'un certain nombre de collectivités dans le cadre d'un contrat avec la Banque des territoires. Et je me posais la question, on est une agence d'urbanisme, on est une structure qui est pas, voilà, qui est une quinzaine de personnes. On est spécialisé dans la transition écologique. Je me posais la question de quelle pouvait être notre place parce qu'on est toujours intéressé par continuer à défricher des sujets et celui-ci nous intéresse particulièrement en tant qu'urbaniste. Et je voyais la liste des participants et je me posais la question de quelle pouvait être notre place, comment vous voyez ça? Alors, vous avez toute votre place. Est-ce que quelqu'un veut répondre dans les participants? Marc et Isabelle, et Julien, pardon. Je pense que vous rentrez parfaitement dans le panel des acteurs qui sont indispensables pour traiter de ce sujet. On a besoin effectivement, quand on est sur des solutions à l'échelle de quartier, d'îlots, du volet urbanisme, et les modalités de participation sont nombreuses. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez, j'imagine, vous investir de manière très forte ou être, selon vos disponibilités, plus sur des actions de relecture, contribution. Tout est à imaginer. Oui, complètement. Pour compléter ce que vient de dire Marc, le niveau d'implication des partenaires d'un PN, il est vraiment à la discrétion du partenaire en particulier. Donc, ça peut être par une proposition de fiche action. Ça peut être aussi pour rejoindre un consortium qui s'est formé autour du projet national pour aller chercher un financement pour un projet, pour une thèse, par exemple. Ça peut être juste pour récupérer les données, les résultats du projet. Ça peut être pour une collectivité, par exemple, pour proposer des démonstrateurs et des terrains d'expérimentation. Concernant votre activité en particulier, je pense que vous avez dû être assez interpellé par le Work Package 2. Je pense que ce serait celui qui pourrait le plus facilement vous accueillir et où votre rapport serait le plus intéressant, le plus pertinent, je pense. Justement, Lucie, tu voulais apporter tes précisions. Oui, du coup, c'est tout à fait dans le sens de ce que Julien vient de dire. C'est effectivement, je voyais votre contribution effectivement très en ligne avec finalement ce qui est attendu dans le Work Package 2, enfin ce qui est envisagé dans le Work Package 2. Et là, effectivement, il y a plusieurs implications qui seraient possibles. Déjà, vous avez parlé de choses que vous aviez déjà mises en place, donc participer finalement à des tas de l'art sur ce qui existe déjà, peut-être aussi alerter sur des choses que vous auriez pu voir et qu'il faut intégrer, parce que là, comme on dit, il y a quand même un périmètre de l'approche qui est encore à définir, à définir bien plus précisément. Il y a aussi des contraintes sur lesquelles vous avez déjà dû travailler. Et donc déjà sur cette partie-là, avec vos connaissances et compétences que vous avez déjà pu développer, ce sera un apport déjà très enrichissant. Et si ensuite il y a une volonté d'aller encore plus loin au travers de fiches actions, de choses que vous souhaiteriez développer en plus, c'est tout à fait bienvenu et dans le cadre de ces actions et notamment du Work Package 2, si c'est celui-là auquel vous souhaiteriez contribuer de façon plus importante. Madame Lalaï, je pense que j'écorche votre nom, pardon. Je vais vous permettre de parler, pardon. Il faut activer votre micro. C'est bon, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Très bien, merci. Oui, je suis Pauline Laï de Plantes et Cités.
Nous sommes un centre technique national pour l'ingénierie des espaces verts et de la nature en ville. Donc moi, j'ai reçu cette présentation très, très intéressante, bien complète, avec pour moi déjà un sous-texte nature en ville, du coup, qui sont des sujets qu'on travaille beaucoup. On a aujourd'hui un réseau de plus de 700 adhérents qui sont des collectivités, des entreprises, des bureaux d'études, des centres de recherche et de formation autour des sujets de nature en ville. Et évidemment que la question de l'adaptation du végétal à l'évolution du climat et l'usage du végétal pour l'adaptation des villes, du milieu urbain à ces nouvelles conditions, c'est un thème, un enjeu qui nous anime beaucoup. Et il y a beaucoup de travaux des différents partenaires, d'ailleurs, que vous avez mis en avant sur votre dernière diapo qui contribuent à ça. Et avec lesquels on travaille déjà d'ailleurs. Donc, tout ce que vous avez présenté nous parle bien. Et là, en termes de contribution potentielle à un projet national, c'est un format qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, mais qui nous intéresse tout à fait. Je me posais la question dans le cadre du projet que vous proposez, du périmètre des solutions, enfin des questions liées à différents périmètres. D'une part, le périmètre des solutions envisagées, je vous ai dit que nous, on avait une lecture plutôt solutions fondées sur la nature, telles qu'on les appelle aujourd'hui, de la problématique. Donc, pour le poser de manière un peu rapide, l'équilibre entre le gris et le vert, finalement, dans le projet, quel serait-il? Et certainement à déterminer, affiner, notamment dans le premier Work Package avec la définition des composants, si j'ai bien compris. Donc voilà, ce périmètre entre le gris et le vert, quelle réflexion vous avez un peu là-dessus? Puis j'ai pas mal d'autres questions, mais aussi la question du périmètre géographique. Est-ce qu'on parle de la France métropolitaine, de la France entière, de quelle catégorie de centres urbains, parce qu'il y en a plusieurs? Voilà, rapidement, quelques éléments pour finir de se repérer un petit peu dans le sujet que vous proposez. Oui, en effet, il y a plein de questions. Alors, je ne sais pas si Isabelle peut-être... Ah, Lucie, vas-y. Lucie, vas-y, je te laisse. Oui, par rapport à la question que vous... Alors, je ne vais pas répondre sur le périmètre géographique, je pense que Charlotte sera plus à même que moi, mais sur la partie équilibre entre le vert et le gris que vous avez mentionné, aujourd'hui, tel qu'on a pensé le sujet, effectivement, il y a, les deux sont... Enfin, j'ai parlé dans l'intervention que j'ai faite de solutions fondées sur la nature et plutôt matériaux, les deux sont considérés et je pense que les deux ont tout à fait leur place au même titre. Après, donc, à définir ce qu'on entend par composant. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile de parler d'un composant naturel. Alors, on va parler d'un arbre, juste d'un substrat ou quelque chose. C'est là aussi où on va faire le lien entre le Work Package 1 et le Work Package 2 sur ces aspects. Sur les solutions fondées sur la nature, il y aura un très fort lien qui sera fait entre ces deux Work Packages-là pour justement voir comment est-ce qu'on peut... bien les définir et comment est-ce qu'ils s'intègrent dans le projet. Peut-être également l'un avec l'autre, c'est pas parce que c'est pas nécessairement exclusif dans les solutions. Quand on pensait, peut-être qu'on peut aussi bien associer ce que vous avez appelé des solutions grises avec des solutions vertes sur une même réponse. Je pense qu'Isabelle veut peut-être compléter. Oui, merci Lucie. Effectivement, pour compléter, c'était... Au départ, si je reviens sur la genèse du projet, c'est des personnes, des organismes qui travaillent essentiellement sur des matériaux aujourd'hui qui se sont aussi posé ces questions-là je dirais, de la combinaison entre, je dirais, la minéralité et toute la partie en fait écologique qu'on peut retrouver du coup en milieu urbain et comment en fait, je dirais, ces deux ensembles peuvent cohabiter. Et je pense qu'en tant que telle, la démarche est très nouvelle. Donc, comme je l'ai mentionné en fait dans le Work Package 1, c'est vraiment un des premiers enjeux, à savoir finalement travailler sur cette transversalité et mieux comprendre en fait les deux domaines en tant que tels,
et voir déjà en termes d'initiative, du coup, comment ils appréhendent cette question du rafraîchissement urbain et les méthodes, par exemple, qu'ils mettent en place ou les solutions qu'ils ont déjà essayé de déployer. Et c'est sur cette base-là, en fait, de co-construire, en fait, je dirais, un nouveau périmètre ou de nouveaux outils de caractérisation ou un nouveau référentiel. Donc, mais c'est bien, en fait, l'enjeu, en fait, de ce premier work package, de travailler de manière transversale, et ensemble. Entendu, et merci pour ces précisions. Ça rejoint tout à fait une observation que je me faisais à l'écoute des présentations, puisque, en tout cas, concernant le domaine de la nature en ville qu'on connaît bien à Planté-Cité, il y a quand même déjà beaucoup de travaux engagés en termes de caractérisation, en termes de métrologie, de démonstration, etc. Et le positionnement par rapport à l'existant en la matière, je ne sais pas s'il est particulièrement délicat, mais je me demandais, est-ce que justement la priorité serait donnée dans ce projet national à des solutions complexes en termes, pour reprendre vos termes, en termes d'association de composants de différentes natures, parce que c'est peut-être dans cette direction qu'on est moins allé jusqu'à présent. Et voilà, nous on contribue à des programmes de recherche justement qui cherchent à comprendre par exemple l'effet des arbres dans des milieux urbains donnés en tenant compte de la géométrie des lieux, de la nature des matériaux, etc. Donc cet équilibre entre le vert et le gris, voilà, c'est effectivement un champ de recherche actif, mais encore à défricher, quoi. Marc, Camilo et Isabelle, si vous voulez. Ouais, pour compléter, ouais, moi j'entends hein, la remarque qui me semble d'ailleurs essentielle. Hein, c'est bien un projet transversal que l'on souhaite monter, et donc toutes les composantes et toutes les solutions doivent être regardées. Et je crois qu'il y a vraiment justement un enjeu à les faire se parler les unes les autres. D'une manière générale, on a peut-être un peu l'impression que certaines solutions techniques adressent des réponses extrêmement efficaces à des problèmes anthropiques donnés, mais sont limitées dans l'éventail des services ou des réponses qu'elles apportent. Et à l'autre opposé, si on veut un peu caricaturer, les solutions fondées sur la nature apportent des réponses importantes, et avec un spectre d'efficacité très étendu, et avec des co-bénéfices très importants. Donc tout ça, je pense qu'on a besoin de dépasser peut-être ces approches un peu simplistes, voilà, et d'objectiver, de regarder, d'analyser tout ça. Et donc le projet, il a aussi pour donner la possibilité de le faire. Avec les participants, avec les gens qui s'investiront, on arrivera à aller jusque-là ou pas. Donc oui, toutes les obédiences sont les bienvenues et toutes les approches sont nécessaires. Et le CEREMA est très attaché d'ailleurs à ce que ce projet aille creuser la transversalité vraiment à fond, quoi. C'est un des enjeux forts de ce projet collaboratif, quoi. Merci pour votre réponse. Pardon, je parlais dans le vide. Isabelle, tu voulais compléter et Camilo après. Oui, peut-être une précision, effectivement, vous parliez en fait de votre maturité au niveau de la caractérisation des solutions fondées sur la nature. Donc, je peux faire un parallèle. Peut-être que sur la partie matériaux, on est un petit peu moins avancé, où on a d'autres façons en fait de caractériser. Et c'est peut-être déjà en fait ces éléments qu'il nous faut partager de point de vue transversal en fait dans un premier temps. Est-ce que en fait, pour l'anecdote, mais quand on a commencé à construire le projet, on s'est rendu compte que déjà en termes de vocabulaire, on pouvait dire parfois utiliser les mêmes termes, mais que ça ne voulait pas forcément vouloir dire la même chose. Et je pense que c'est tout l'enjeu en fait des projets transversaux,
Voilà, chacun a des modes de fonctionnement en fait, par rapport à ses propres compétences et comment on met en fait l'ensemble des éléments en commun pour définir une feuille de route et donc des méthodes de travail communes ou des outils de caractérisation communs et des référentiels communs à la fin. Je vous remercie, c'est très clair. J'ai juste une dernière question. Puis il y en a plein qui sont en attente. Oui. Rapidement, quel équilibre serait recherché entre les différents types de partenaires? Ça, c'est quelque chose qui, en termes de stratégie pour le montage du consortium, entre les partenaires connaissances, recherche, terrain, public-privé, je ne sais pas. Idéalement, c'est un vrai équilibre. Après, Camilo, peut-être tu pourrais compléter. Oui, en fait, donc il s'agirait comme vient de le dire Isabelle et Marc, d'avoir une transversalité importante et donc d'avoir des façons, des acteurs qui possèdent de l'expertise dans les différents domaines du projet. Et donc, oui, il s'agirait d'amener le plus grand monde autour de la table pour y contribuer. Ensuite, sur les apports de chacun, ça se fera toujours de façon consensuelle, discuter au sein des comités de pilotage. Et voilà, pour ça, il faudra que ça soit construit avec des contributions de toutes parts et de toute expertise. Et je voulais juste vous répondre par rapport à votre question sur les positions, sur le périmètre géographique dans les projets nationaux. Il n'y a pas de restriction en termes de périmètre. Donc, même il y a eu auparavant des partenaires de l'étranger, des universités, par exemple. Il y a un projet dans lequel il y a l'Université de Genève qui contribue, qui participe, qui est partenaire, et aussi des services publics en Belgique qui ont contribué à d'autres projets. Donc, même si voilà, l'appellation c'est projet national, il n'y a pas de restriction dans ce sens-là. Voilà, avec le but de pouvoir faire contribuer et évoluer dans le projet. Entendu, merci. On va prendre une nouvelle question. Loïna, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir, mais pour répondre à une question qui était dans le chat, pour répondre à Lucille Alonso, pardon si je écorche votre prénom. Alors, la question, c'était comment on se positionne dans le projet par rapport à la start-up d'État de l'ADEME, qui a été annoncée effectivement récemment, Plus Fraîche Taville, qui va travailler sur un outil d'aide à la décision, sur les solutions de rafraîchissement. Deux réponses à cela. Tout d'abord, l'ADEME fait partie des partenaires pressentis du projet, donc ils seront normalement associés, ils suivront le projet et y contribueront peut-être en fonction de la définition des fiches actions. Donc, je pense que le lien avec cette start-up d'État sera bien évidemment assuré. Après, dans un deuxième temps, on n'est quand même pas sur le même périmètre d'action actuellement, puisqu'on est quand même sur un projet de recherche et développement avec de nombreux partenaires et avec une entrée quand même de développement d'expertise, des connaissances et des solutions techniques qui pourront bien évidemment alimenter ce genre de démarche à destination des collectivités, d'aide à la décision, mais on est peut-être un peu plus en amont, alors que l'ADEME ici propose quand même effectivement des outils opérationnels pour pouvoir agir maintenant. Alors que nous, l'objectif, c'est vraiment de nourrir justement ces outils d'aide à la décision. Voilà, en espérant que ça répond bien à votre question. Merci. Et Camilo, tu as levé la main, du coup, tu voulais peut-être compléter ou Non, c'est bon, j'ai levé la main. Ok, parfait. Du coup, on va prendre la question de Monsieur Marié. Je vais vous permettre de parler et il faudra activer votre micro. Monsieur Marié. Oui, merci. M'entendez-vous? Très bien, oui. Merci beaucoup. Donc, merci dans un premier temps à Marc Meyer d'avoir invité l'UPGE via la bonne relation avec le bureau d'études Acer Campestre, qui j'espère est ici, mais j'ai aucune vision en fait là des participants, je ne sais pas le réglage. Mais juste, donc je prends la parole en tant que représentant de l'Union des professionnels du génie écologique.
dont le bureau d'études que je dirige, qui s'appelle Sol Paysage, en fait, est membre. Et donc déjà, une petite remarque rapide sur le positionnement génie civil par rapport à l'adresse des enjeux de surchauffe urbaine. On voit bien que les solutions fondées sur la nature sont une réponse stratégique majeure, ça a été rappelé par M. Meyer. Et donc, en tant qu'union professionnelle cœur de métier de ces sujets, je pense que vous pourrez compter sur la participation de l'Union des professionnels du génie écologique, qui comprend, j'en profite pour l'indiquer parce que le monde est petit et puis les fenêtres sur lui sont variées au sein d'une même structure quand elle est grande. Je veux dire par là que Colas, Eiffage, Vinci, SPI, Bouygues font partie de l'Union des professionnels du génie écologique aujourd'hui au sens du Collège 2. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont l'ensemble des partenaires autour des acteurs économiques qui sont plutôt cœur de métier, profession principale autour du génie écologique, ce qui témoigne d'emblée d'une position stratégique majeure en fait des acteurs du BTP pour en faire transversalité. Donc en fait c'est une double main tendue et je pense que ce projet peut vraiment porter des ambitions de transversalité efficaces au moment où les attentes sociétales évoluent fortement dans ce sens, en fait, et avec leurs conséquences politiques également, notamment dans les territoires et auprès des élus, des collectivités. J'en profite aussi pour remercier Pauline de Plantécité d'être intervenue au nom de Plantécité, dont je suis administrateur, mais voilà, c'est tout ça pour dire aussi qu'il y a plusieurs organisations professionnelles plutôt orientées sur les questions d'enjeux de nature en ville qui pourront être également mobilisées. Je pense que ça, c'est important, justement, dans l'équilibrage de ce projet national entre les sensibilités plutôt génie civil et les sensibilités plutôt nature en ville. Donc là, je recommanderais volontiers aux organisateurs de bien veiller à cet équilibre également, tout comme l'équilibre recherche acteurs de l'opérationnel est très important à tenir. Voilà. Donc, je voulais ajouter une petite touche experte en fait sur cette question parce que au sein de l'UPGE, nous avons donc beaucoup de ressources. Je pense que Sabine Laval, en tant que membre du bureau, représentante donc du bureau d'études Acer Campestre, qui nous fait lien aujourd'hui, pourrait préciser en tant que membre du bureau. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais ce que je sais, c'est que nous avons plusieurs groupes de travail en fait thématiques, notamment un groupe de travail biodiversité urbaine, un autre groupe de travail planification, un autre groupe de travail qui s'appelle R&D, et enfin le groupe de travail sol, dont je suis, on va dire, le coordinateur président, qui peuvent se mobiliser, avec donc pour nous une approche à la fois transversale au sein même de nos différents éléments de gouvernance autour du bureau. Donc, juste sur l'aspect expertise sol, parce que c'est peut-être un lieu tout particulièrement stratégique, le sol, pour faire sens et transversalité entre nous. Pourquoi? Parce que, en fait, le sol en milieu urbain, là où s'opère la surchauffe, est en fait le lieu de transfert, en fait. Le lieu de transfert où les racines des plantes poussent, mais là où toutes les composantes urbaines passent. Fibres, voitures dessus, fibres dessous, réseau de transport, etc. Donc, en fait, le sol va, en termes
de fonction. Et merci à Marc Meyer d'avoir bien rappelé les enjeux d'artificialisation des sols, du ZAN aujourd'hui, à différentes échelles. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, en termes de transversalité aussi, des besoins de priorisation pour ne pas trop se disperser, en fait, bien que toutes les approches soient acceptables et intéressantes. Mais je recommanderais de faire un focus sur ce milieu sol en situation urbaine, parce que si on veut, avec des solutions fondées sur la nature, lutter efficacement contre la surchauffe, il n'y aura pas 36 solutions. Il y a le vent, l'eau et la plante qui pourront apporter des solutions. Et à part le vent, l'eau et la plante se rejoignent dans le sol, avec tous les enjeux liés à deux enjeux principaux. Le premier, c'est le cycle de l'eau dans la ville. Et donc, la ressource en eau urbaine, en réalité, du fait de l'imperméabilisation, est très abondante et il s'agit de la diriger vers des sols fertiles dans lesquels les racines des arbres, en l'occurrence, pourront apporter des solutions fondées sur la nature gérable. Ça, c'est essentiel. Et l'autre chose, c'est que les sols en ville sont artificialisés et se renouvellent par des opérations d'économie circulaire. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais là, il y a de gros travaux qui sont en cours, y compris sur des démonstrateurs lyonnais, je pense au secteur Confluence, où en fait, si vous voulez, les enjeux de sol sur le territoire rejoignent les enjeux de l'eau, rejoignent les enjeux de la nature, et tout ça est opéré globalement par les acteurs du génie civil. Donc, sans rentrer dans le détail, je propose en tout cas à la réflexion des organisateurs du projet ce milieu habitat également fondamental sur la biodiversité pour faire un peu lien des différentes approches à travers les différents work packages qui sont proposés. Donc la question un petit peu, c'est en fait, quelle est votre stratégie de priorisation en fait? Parce que sur le sujet fonctionnel, comment dire, on ne peut pas diluer tous nos efforts, probablement, et il faudra faire focus sur quelques-uns pour être efficace. Merci. Eh bien, merci de votre intervention. Alors, Loena, Marc, vous vouliez intervenir, compléter? Marc, peut-être? Il faut remettre ton micro. Je vais laisser Loena intervenir. Elle avait levé la main avant moi. Non, j'avais levé la main tout à l'heure, c'est juste que je pensais que ça se baissait automatiquement. Désolé. Ok, moi je voulais remercier M. Marié pour son intervention et puis pour toute la matière qu'il a déjà apportée à la discussion et au projet et lui souhaiter la bienvenue donc alors dans ISSU et on prendra le temps de regarder avec grand intérêt ces propositions autour de la question sol. Je pense qu'il y a effectivement des choses intéressantes à faire. Il y a, comme on l'a évoqué, effectivement des équilibres à trouver et qu'on construira ensemble. C'est vraiment ça l'objectif du projet. Donc, on reprendra contact avec vous avec grand plaisir, M. Marié. Peut-être pour compléter, effectivement, insister pour tous les participants que les projets nationaux IREC sont vraiment basés sur du collaboratif, de la co-construction, et que l'objet aujourd'hui de porter à votre connaissance ce montage de projet, c'est bien sûr de vous associer au plus près finalement de sa définition, de son équilibrage pour garantir tout simplement sa pertinence vis-à-vis des enjeux auxquels nous faisons face. Et puis on peut signaler peut-être dans le chat que la métropole de Lyon nous indique son intérêt pour rejoindre le projet et travailler sur les Work Package 2 et 3. Et comme M. Marié citait justement la métropole de Lyon comme exemple, peut-être qu'on va se retrouver d'ailleurs autour de ces démonstrateurs. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment les conditions sont réunies pour qu'on œuvre tous à construire ces communs dont on parlait en début. C'est vraiment un projet national, toute la matière est produite par le groupe, mise à disposition de tout le groupe et au-delà par toute la diffusion, la valorisation et les suites qu'on pourra y donner dans un service après-vente à imaginer. Voilà. Merci Marc pour ces précisions. Monsieur Martin Cochet, vous souhaitiez aussi intervenir.
Je vous laisse activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, merci. Voilà, tout d'abord, merci et puis bravo pour l'organisation de cette réunion. En fait, moi, je suis vraiment une petite entreprise, une micro-entreprise start-up. Et donc, notre focus actuellement est de déployer d'ici avril-mai sur la ville de Montpellier un premier îlot que j'ai nommé îlot de convergence. Et ma question, en fait, non seulement on va travailler sur les solutions fondées sur la nature pour réaliser ces infrastructures d'îlots, ainsi qu'au niveau des matériaux, mais aussi on donne un focus important sur la fonctionnalité sociétale, en particulier par exemple pour faire le lien du sol à l'assiette, l'importance du sol et l'importance de l'accès à une alimentation saine locale. Et donc j'aimerais savoir si ces focus peuvent rentrer dans les packs dont vous parliez précédemment, d'une part, et d'autre part, si ça peut être accessible à une petite PME comme la mienne. Lucie, Alors, du coup, ce dont vous parliez, effectivement, ça rentre tout à fait dans le Work Package 2, hein, dans les différentes choses qu'on peut regarder, les autres externalités de solutions qu'on peut mettre qui ne sont pas uniquement, des externalités thermiques. Hein. Globalement, voilà, tout ce qui est toutes les externalités positives ou d'autres usages que ces solutions peuvent favoriser sont tout à fait leur place dans la réflexion qui sera menée dans le Work Package 2 et vous avez tout à fait, si vous souhaitez y contribuer, c'est avec grand plaisir et grand intérêt. Volontiers, en tout cas, je vous en remercie beaucoup et puis bravo à tous les participants. Merci de vos encouragements. Du coup, on a noté puis on vous recontactera. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions, des commentaires, des ajouts, des compléments? Bon, si on a été clair et qu'on a répondu à vos questions, je vous propose qu'on... Ah, il y a peut-être encore une question. D'autres partenaires, donc... Madame Chabot, peut-être. Ah bah, Loïna, vas-y. Je peux peut-être répondre, effectivement. Oui, donc, le 9 février prochain, pour celles et ceux qui seront présentes aux journées techniques route, il y aura une session consacrée à l'adaptation des voiries et au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Et à cette occasion, d'ailleurs, le potentiel projet national issu sera effectivement présenté également par les différents partenaires lors de cette session. Et je vous invite à y assister parce que je pense que la session, pour avoir vu le programme en avant-première, je pense que cette session sera particulièrement riche de retours d'expérience. Et pour la suite, je n'avais pas vu la deuxième question, mais Julien est en train de répondre, si je ne m'abuse. Donc, sur des partenaires européens, c'est ça qui peuvent être associés. Est-ce que vous voulez compléter à l'oral votre question? Les partenaires, c'est US, Charlotte. Donc, D'accord, j'ai lu en travers, je le reconnais. Non, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est peut-être... Julien, tu voulais compléter? Oui, bonjour Armel. J'imagine que c'est dans le cadre du dispositif ClearDoc. Je sais pas si tu peux ouvrir ton micro, Armel. Alors, il faudrait lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Et comme ça, je vous ai perdu. Voilà, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Non, c'est pas avec ClearDoc. Au début, ça devait l'être, mais finalement, le doctorant que nous avons recruté n'était pas éligible et on a réussi à avoir un financement en co-tutelle. Donc, le financement me valide uniquement le salaire du doctorant et puis et son logement, mais pas au-delà. Et de fait, ça peut être intéressant. Enfin, nous, on est intéressés complètement sur le sujet et je remercie pour cette présentation et ce groupe qui est très intéressant.
on est vraiment dans la problématique de l'insertion des multimatériaux par rapport à la nature qu'on mettrait dans la ville, avec les inclusions et avec tous les problèmes mécaniques là, qui se posent. Et éventuellement, s'il y avait des tests à faire, donc la thèse a plusieurs approches, mais ça pourrait être une bonne occasion. Et de fait, comme c'est en totale collaboration avec les US, je me demandais au niveau des Work Package 1, voire 3, comment se distribue un petit peu tout ça. Ça peut être via Gustave Eiffel et puis après on s'arrange, ou je ne sais pas. Je sais pas trop comment vous voyez ça. J'ai vu que en fait, c'est des francophones, ceux qui ont participé, ce que j'en ai compris, les Suisses et les Belges précédemment. Donc, peut-être c'est un peu compliqué aussi. Il y a la barrière de la langue. Ça reste un projet national, je le comprends. Mais nous, on est vraiment dans la problématique d'échanger hors, on va dire... échanger en tant que recherche vraiment sur différents types de matériaux sans tabou. Alors, je ne sais pas si Julien ou Isabelle, quelqu'un d'autre peut compléter. Le but du projet, donc oui, c'est un projet national, mais on va s'intéresser justement à toutes les expériences qui sont faites, même à l'international. Et donc, justement, si on peut s'appuyer sur vos recherches et vos travaux, évidemment, ce sera à prendre en compte. Ça pourra nous intéresser et contribuer à la richesse du projet. À partir du moment où il y a un ancrage avec l'université Gustave Eiffel, oui, alors ce sujet-là, effectivement, il a vocation aussi à être partagé au sein du projet national, oui, sans problème. Oui. Ok, merci. Merci à vous pour les questions. On va arriver à la fin du webinaire. Donc, je vous propose de noter nos 2 adresses mail de Camilo de l'IREX et le mien pour que vous puissiez éventuellement revenir avec vos questions. La suite que l'on va donner, donc, c'est éplucher le sondage pour voir un peu quels étaient les intérêts pour les work packages, et on souhaite après organiser des réunions justement par work package avec les responsables des work packages pour pouvoir justement mieux définir ce qu'on va retrouver dans chacun de ces axes. Et que vous puissiez compléter donc avec vos apports à chacun. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer des mails pour compléter peut-être le sondage après les échanges que l'on vient d'avoir. Et puis, voilà, on sera à votre disposition pour tout complément d'information, l'ensemble des partenaires du groupe de travail. Voilà, je vous remercie. Je vous propose qu'on mette fin à notre échange. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux membres du groupe de travail pour la présentation. Et puis voilà, on revient vers vous et on vous représentera les prochaines étapes avec les réunions par Work Package très bientôt. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.